S'asseoir pour que cette exceptionnelle table ronde et partage d'expérience puisse voir le jour. Normalement, il y a des places à peu près pour tout le monde, je crois. Alors, je suis juste là pour ouvrir le débat, si je puis dire, et surtout remercier chaleureusement nos invités dans leur planning chargé, eux aussi, de pouvoir avoir pris un temps pour venir jusqu'à Rochefort, rejoindre Sœurs Jumelles. Donc, merci à vous d'être là. Ce débat va être animé par Nicolas, ici présent. Qui va pouvoir vous faire partager ces expériences, comme on dit. Donc, merci à vous tous et vous toutes, et je vous souhaite un bon partage d'expérience et un bon débat. Merci Eric. Merci Eric. Sous vos applaudissements. Merci Eric Eric. Debègue. Avec le micro bien sur le menton. Bonjour à toutes et tous. Une salle bien remplie, mais c'est la moindre des choses compte tenu de nos 3 speakers stars. On est au Festival des Sœurs Jumelles, mais là, on est 3, donc vous êtes plutôt les Destiny's Child de Rochefort. Alors du coup, voilà, ça commence. Ça va commencer très vite sur qui est Beyoncé, du coup. Moi, je pense que... Bon, eh bien, Cécile a fait Shotgun, c'est Beyoncé. Non, mais elle me produit. Je vais la signer. C'est ça. Et moi, je suis plutôt l'équivalent, je sais pas, d'un Robert Charlebois ou d'un truc comme ça, un peu plus modeste, quoi. On a plein de choses à se raconter. Bon, on peut peut-être prendre 3 secondes pour resituer un peu vos périmètres, mais on va passer vite parce que tout le monde vous connaît. Moi, je fais en 2 secondes. Je m'appelle Nicolas Parpex et je m'occupe d'une initiative qui s'appelle la French Touch et qui est une plateforme portée par BPI France qui est destinée à financer et faire rayonner l'écosystème créatif français. Oui, j'ai bien appris ma leçon et mon pitch. Déborah ? Bonjour, je suis Déborah Papiernik, je travaille chez Ubisoft. Donc, je dirige un département qui, d'une part, enrichit les contenus des jeux. Ça peut être avec du co-développement, des choses qui viennent des musées, etc. Et surtout la musique. Donc, on fait supervision musicale, partenariat artiste, licensing, mais aussi promotion de nos titres. Et puis, en aval, après la sortie des jeux, on crée des partenariats et on crée des expériences avec toutes sortes de secteurs. Ça peut être la tech, la santé, ça peut être tout ce qui est live, location-based, y compris... les attractions ou même des concerts symphoniques. Et puis, on s'est beaucoup rapproché de la culture qu'on dit plus traditionnelle, comme les musées. On fait beaucoup d'expériences réalité virtuelle, réalité augmentée, ou les documentaires. On vend même des images tirées des jeux, donc filmées dans les jeux pour illustrer des docus scientifiques ou historiques. Marianne Robert, donc présidente de Sony Music France et Afrique francophone, et également d'Arachné Productions, qui est la structure de live et de production de concerts de Sony Music. Et donc nous, évidemment, on s'occupe du développement d'artistes à la fois internationaux, dont Beyoncé, et aussi d'artistes locaux. Et Sony est une PME de à peu près 200 salariés, et donc on s'occupe d'une centaine d'artistes en France. Et le deal Sony-Arachné était un des moves assez précurseurs de rapprochement de la musique enregistrée et du live, si je m'en souviens bien. Absolument. Et aujourd'hui, c'est un vrai vecteur de croissance pour Sony. On a beaucoup de tournées qui marchent très très bien et effectivement de plus en plus de synergie entre le live et le disque. Et donc moi, je suis Cécile Rapp-Weber. Je suis la Cécile directrice... Beyoncé Rapp-Weber. Ah oui, mon Dieu, si seulement. J'avais tout, la beauté, le portefeuille, un peu tout. Donc je suis la directrice générale gérante de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Et notre rôle à la SACEM, c'est d'aller collecter tous les droits d'auteur sur quelque exploitation que ce soit, dès lors qu'il y a la diffusion de musique quelque part, évidemment en France, mais dorénavant à travers le monde, puisque pour les exploitations digitales, notre périmètre d'action est dorénavant mondial. Nous représentons aussi bien les membres de la SACEM que certains grands répertoires étrangers qui nous ont confié la gestion digitale de leurs droits. Et évidemment, quand on parle aujourd'hui de jeux vidéo, on n'est plus simplement sur du support, mais évidemment aussi sur du digital. Et donc, nous avons des deals avec beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo, mais je dois le dire, évidemment, principalement et en priorité, parce qu'elle est formidable et que c'est mon amie, avec Ubisoft. C'est dit et bien dit. Alors, on a appelé notre table ronde musique et images, stratégie et innovation, ce qui fait qu'avec ça, on va quand même pouvoir couvrir à peu près tous les sujets.
On peut attaquer quand même sur... On est au grand festival français de la musique à l'image. Cette intersection entre la musique et le jeu vidéo, c'est pas une découverte récente, c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien établi, les cas d'usage sont bien connus, à la fois les soundtracks des grands jeux qui se jouent dans des arénas, il y a eu des synchros fameuses, mais aussi des tracks originaux, alors même si c'est une série d'animation, mais c'est adapté d'une IP jeu vidéo, on pense au succès fantastique du titre de Stromae et Pomme avec Coldplay qui est venu s'incruster sur une version ultérieure. Bon, il y a 1000 exemples. Donc si on pouvait un petit peu explorer ça en termes de cas d'usage, et aussi je pense que c'est intéressant de regarder un peu le derrière du rideau, et notamment en termes de deal making et de modèle économique, ce que ça peut donner. Mais si on commence par là où c'est toujours le plus intéressant, c'est-à-dire le point de vue du créateur, Cécile, toi qui côtoie ces auteurs et qui gère les droits de ces auteurs, cette intersection, comment ces artistes la vivent en termes d'opportunités, d'adaptation? Est-ce que c'est un récit qui est complètement intégré aujourd'hui par les artistes et dans les catalogues que tu représentes? Alors, il est intégré dorénavant parce qu'en fait, le récit, il a évolué. Et je le dis, c'est comme ça qu'en fait, nous sommes devenus amis. On n'était pas amis initialement, mais c'est notamment grâce à l'impulsion de Déborah et des équipes d'Ubisoft. Il faut quand même se rappeler qu'initialement, le jeu vidéo, beaucoup de studios sont plutôt sur le territoire américain, Canada, États-Unis, et qu'initialement, la musique, elle est traitée uniquement par du buy-out. C'est-à-dire qu'avec une conception américaine en fait, de la musique, quand on a de l'association dans l'audiovisuel, et donc c'est des flat fees, et il n'y a aucune rémunération proportionnelle, ce qui, en France, nous semble complètement délirant, puisque c'est la loi qui prévoit qu'un créateur est associé au succès des supports ou des exploitations dans lesquelles est associée sa musique. Il a fallu des années pour que finalement on arrive à reprendre attache avec, que ce soit Ubisoft ou d'autres éditeurs de jeux, pour leur expliquer qu'il fallait arrêter finalement de blacklister d'une certaine façon les artistes français, parce qu'on n'allait pas empêcher le développement de leurs jeux vidéo parce qu'on demandait une rémunération proportionnelle. Et en fait, tout le travail qui a consisté dans ces 10 dernières années, et je rends vraiment hommage à l'impulsion qui a été donnée déjà d'une femme qui était à la SACEM, qui s'appelle Catherine Carvignal, et dans son équipe, il y avait Thomas Egan, qui est devenu un de mes bras droits pour le digital dans la négociation. Et aujourd'hui, il y a Simon Lermite qui est là. Et son équipe. C'est-à-dire que maintenant, on a carrément une équipe déjà qui s'occupe du jeu vidéo, ce qui n'existait pas. Il y avait juste Thomas et moi à un moment. Et puis, ça fait combien de temps qu'elle est constituée écoute, nous, on a commencé il y a 10 ans, commencé à faire des deals avec Ubisoft. Et puis, on est allé voir Electronic Arts. On est commencé à aller voir un certain nombre d'éditeurs. On était juste tous les deux. Thomas était même un peu tout seul, parce que moi, j'avais beaucoup de fonctions. Et maintenant, ça fait quoi, 5 ans à peu près? Voilà. La sortie du Covid a encore plus amplifié. Donc, pour vous dire, là, en l'espace de 2 ans, on parle quand même de 110 accords différents, avec une vingtaine d'éditeurs de jeux différents. Donc, on voit quand même l'ampleur que ça a pris au sein même de notre maison. En plus des accords qui ont permis la régularisation d'exploitations passées, ce qui est encore plus important, parce qu'il y a eu des moments où il y a eu des très gros succès auxquels nos créateurs n'étaient pas automatiquement associés. On a trouvé un modus operandi, j'y reviendrai plus tard, juridique, pour essayer d'inclure un peu toutes les parties prenantes, qui peut apparaître quand même un peu lourd au quotidien dans la gestion, je ne vais pas le mentir, et pour nous et pour les éditeurs de jeux vidéo. Mais le fait est qu'aujourd'hui, tu viens de citer l'exemple évidemment de Pomme et de Stromae, mais il y en a d'autres. Il y a un côté tellement vertueux aujourd'hui quand on voit l'importance évidemment du jeu vidéo et effectivement l'attraction qu'il peut provoquer aussi sur d'autres modes d'exploitation. Et je suis sûre que Marianne reviendra dessus, puisqu'on a tout de suite vu ce qui s'est passé sur Spotify. Voilà, on commence à je pense que voilà, aujourd'hui, on est dans un nouveau monde de globalisation, peut-être à travers les esthétiques et le monde, mais aussi à travers les exploitations. Et que finalement, une œuvre, elle a plein de véhicules aujourd'hui pour éclore et rebondir. Et c'est comme ça qu'en fait, je pense qu'on arrive à développer encore plus les artistes. Marianne, le gaming, pour Sony, bon, déjà, le gaming, c'est un territoire économique assez massif. On sait bien qu'en termes de croisement d'usage, les communautés sont quand même très proches. Par ailleurs, même si on se met du côté producteur,
Tu as aujourd'hui dans ton roster des artistes véhiculaires qui eux-mêmes sont issus d'une génération où le gaming est complètement intériorisé et intégré. C'est quoi un petit peu les grandes orientations stratégiques et les cas d'usage pour une major comme la tienne? C'est vrai que moi, le gaming, c'était une des raisons qui m'a donné envie de venir chez Sony, parce que je trouvais que aujourd'hui, on a une vraie difficulté qui est l'émergence, de développer des artistes, de les faire émerger de ces 150 000 sorties par jour sur Spotify. Et donc, il faut avoir un discours différenciant, il faut avoir du contenu différenciant, et il faut avoir un storytelling qui soit unique. Et le gaming, c'est pas la seule voie, mais c'est un vecteur aujourd'hui pour se différencier, pour prendre la parole sur un endroit qui est utilisé, qui est le loisir numéro 1 des moins de 20 ans, et pas seulement, parce qu'on a aussi souvent une image du gaming qui est réducteur, peut-être tu en parleras, mais à un jeune geek boutonneux de 15 ans, mais en fait je crois que l'âge moyen du gamer est une gameuse de 39 ans, donc voilà, je pense que il faut avoir une vision large du gaming, mais en tout cas, le temps que les gens passent à jouer est incroyable. Et donc moi, voilà, ce qui m'a donné envie de venir chez Sony, c'était tout cet écosystème qui pouvait aider les artistes à se développer, comme Sony PlayStation, évidemment, Sony Pictures, aussi prendre la parole sur des supports d'images, films, documentaires, séries et autres, et Sony Electronics aussi, avec tous les objets qui pouvaient porter ce contenu, donc que ce soit les casques, les télévisions et tout ça. Et puis aussi, par exemple, avec Crunchyroll, qui est une société qui a été rachetée par Sony, qui me fascine totalement. Crunchyroll, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Netflix un peu de l'animé. Et donc, c'est une plateforme qui contient plusieurs dizaines de milliers d'heures de dessins animés, beaucoup japonais. Mais voilà, une plateforme manga pour les fans de manga. Et nous, on a des artistes, par exemple, qui sont absolument fans. Et donc, dans les cas d'usage, là, on a un artiste qui est en train d'écrire un manga. On a un autre artiste qui est en train de faire le doublage d'une série de manga. Enfin, voilà, donc il y a plein d'univers possibles comme ça. On est investisseur chez Média Participation et donc ADN, qui est la distinguée compétition, et donc on valide que c'est un marché très intéressant. Et après, juste en termes de monétisation et de business model, il y a un challenge aujourd'hui qui est de passer de l'opération, du one-shot de communication et de la super OP, comme c'est génial, on va faire un concert de Travis Scott dans Fortnite, ou on a quelques quelque exemples, chose de plus structurant. À quelque chose de structurant, de périn et de scalable, parce qu'en fait, quand on fait une opération comme ça, moi j'ai 100 artistes qui tapent au portillon et qui disent « et moi, comment on fait pour licencier de façon à beaucoup plus grande échelle notre contenu, quels sont les modèles économiques et les perspectives ». Mais ce qui est réjouissant, c'est qu'il y a une audience et une appétence pour la musique. Donc on va bien finir par y arriver. Moi, je suis très optimiste et je pense que c'est un gros vecteur de croissance, et que dans les revenus des artistes dans les 10 prochaines années, je ne serais absolument pas étonnée qu'il y ait des plateformes de jeux vidéo. Est-ce qu'il y a un cas d'usage où, par exemple, tu as réussi à capturer une synergie entre Sony Music et Sony PlayStation que tu peux nous partager ? Y a plein de cas d'usage, et notamment effectivement ces concerts dans ces mondes virtuels. On l'a fait avec Miles Smith, on l'a fait avec Travis Scott, on l'a fait récemment avec Sleepy Hollow, donc beaucoup d'artistes internationaux pour l'instant. Et on travaille aussi beaucoup sur de l'influence avec Sony PlayStation pour mettre en avant nos artistes lors des lancements de jeux vidéo. Donc, et ça permet à la fois de parler à une autre audience et aussi de rémunérer nos artistes pour leur donner les moyens d'investir dans d'autres pans de leur création. Bon, Démora, c'est du miel tout ça pour toi, parce que c'est le fruit d'années d'évangélisation aussi et de travail d'un écosystème pour arriver à ce niveau d'alignement. C'est quoi toi ta vision côté gaming ? Alors, la musique dans le jeu vidéo, elle a toujours existé. Alors au début, c'était des bip-bip parce que c'est tout ce que les plateformes étaient capables de faire. Et puis petit à petit, on a pu jouer des musiques qui sont des vraies musiques, qui sont jouées vraiment par les consoles et pas juste le support de la petite cartouche qui faisait bip-bip quand on jouait à Arkanoid ou à Tetris. Donc d'un seul coup, ça a ouvert des plateformes énormes. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de musique dans un jeu vidéo. Il y a toute la musique d'ambiance qui va supporter la narration, l'émotion. Ça, c'est la musique qu'on va avoir aussi dans le cinéma, par exemple. Il y a la musique qui va servir à... toute la musique diégétique qu'on trouve aussi dans le cinéma. Vous passez dans un univers et puis dans une rue, il y a des musiciens qui sont en train de jouer. Vous êtes dans un jeu de voiture et il y a la radio. C'est encore plus important, je dirais, dans le jeu vidéo que dans le cinéma, parce que
Dans le cinéma, on filme déjà le réel, donc le monde, il est crédible. Mais dans le jeu vidéo, on le fabrique. Et donc, il faut qu'il soit crédible. Donc, on est obligé de faire appel à différentes choses pour qu'il soit crédible. Il faut qu'on ait des personnages qui soient crédibles, il faut qu'on ait des univers. Et la musique diégétique, elle est aussi essentielle. Mais la particularité du jeu vidéo, c'est vraiment sur toute la musique qu'on peut appeler interactive ou adaptative. Donc, c'est cette musique qu'on fait créer spécifiquement pour le jeu vidéo, qui n'est pas créée de la même façon que la musique pour le cinéma, par exemple, parce que c'est une musique qui est presque infinie. Parce que si vous vous baladez dans un jeu pendant très longtemps avant de rencontrer un ennemi, il va falloir vous accompagner sur tout votre parcours. Si vous faites un combat et que vous n'êtes pas super fort et que vous ne gagnez pas tout de suite, il va falloir vous accompagner sur toute la durée du combat. Et donc, on prend des musiques, donc on a des compositeurs qui les font, on les déconstruit, et finalement, on joue les tracks, donc la musique multitrack, on les joue petit à petit et on reconstruit la musique en fonction des actions. Il y a toujours des sign and feedback. Donc, en fait, il y a des spécificités énormes. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que on parlait du buy-out et des musiques qu'on peut faire composer parfois dans d'autres pays parce que, en fait, en France, le buy-out, c'est pas possible. Il faut savoir que le marché du jeu vidéo, il est très, très gros. Okay, c'est 4% la France. Donc, c'est tout petit, en fait, par rapport au monde. Et donc, c'est très difficile de dire, on va s'imposer des règles qui sont compliquées parfois par rapport à l'industrie du jeu vidéo global parce qu'on veut travailler avec des Français. Mais on arrive à le faire parce qu'on a à la fois des équipes françaises qui s'occupent de la musique chez Ubisoft, donc les équipes d'Alkis qui est là, sont à moitié ici, à moitié au Canada, donc on a les équipes, et on a aussi beaucoup de studios Ubisoft qui sont en France et qui ont du coup cette volonté d'eux. Et à partir du moment où il y a la volonté, que ce soit chez nous, dans nos équipes créatives, ou que ce soit chez Sony ou que ce soit à la SACEM, alors on arrive à trouver des solutions. Mais pour l'instant, ça repose encore sur les volontés. C'est-à-dire qu'on n'a pas défini un cadre qui fait que ça y est, c'est bon, tout le monde peut bosser ensemble, très bien. On est encore aujourd'hui obligé que ce soit de la dentelle, et c'est pour ça que c'est génial de notre point de vue que vous ayez des équipes, que vous puissiez dédier à ces sujets pour qu'on puisse construire ensemble. Alors, 2 points de réaction. C'est vrai que sur le sujet de la musique adaptative, le Seigneur des Anneaux, Howard Shore, c'est la traversée de la montagne, ça dure 3 heures, mais on sait qu'on y arrive. Moi, j'ai un sens de l'orientation catastrophique, et à Assassin's Creed, globalement, je me perds énormément. Et donc là, j'ai l'image de l'orchestre qui en peut plus, qui est là, genre, Parpex, t'es déjà passé par là à gauche, quoi. Et après, sur on s'appelle la French Touch et on porte notre petit coq avec cette couleur flashy, pas pour rien. C'est vrai qu'on a un peu cette idée de dire que même en étant 4% du gâteau, on a le sentiment d'avoir un modèle qui peut être modélisant pour le reste du monde, quoi. C'est ça la beauté de l'esprit français. Avant de passer au prochain point, juste sur ces sujets-là, encore une fois, sans dévoiler le secret des affaires, que ce soit du point de vue des parties prenantes économiques que vous représentez ou du point de vue des créateurs, ce type de... Donc on a parlé des droits, bien sûr, buy-out versus pas buy-out. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques mots sur la manière dont ces nouvelles formes de valorisation des contenus déforment un peu les modèles économiques de vos compagnies et de vos écosystèmes? En fait, on essaye de trouver un partenariat qui permet qu'au moment du lancement du jeu, un mode financier et contractuel qui, au moment du jeu, évite de se dire qu'il y a une prise de risque trop importante pour le studio, mais qui consacre quand même une rémunération qui est connue pour le créateur et pour son éditeur quand il en a un. Et ensuite, si jamais le jeu connaît un succès important, il y a un accompagnement proportionnel de la Donc, rémunération. concrètement, c'est un curseur entre un upfront et un intéressement au succès. Oui, en fait, on a réussi à un peu conjuguer le meilleur des deux mondes. En fait, il faut savoir que les business models dans le jeu vidéo, ils ne sont pas du tout établis. En fait, avant, moi, quand j'ai commencé, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le jeu vidéo, c'était un produit. Donc, en fait, on vendait un produit à un certain prix. Dès que le produit, une fois, en gros... et puis dès qu'il arrivait dans les étagères, parce qu'à l'époque c'était vraiment un produit physique, on passait à autre chose. Et il y a quelques années, c'est passé d'un produit à un service. Donc en fait, on vend le jeu quand on le vend, parce qu'il y en a qui sont gratuits, et puis derrière, c'est des microtransactions. Donc quand on se retrouve avec un jeu qu'on met sur le marché de façon gratuite,
On a des microtransactions. Tout le monde n'achète pas. Il y a des gens qui jouent sans jamais payer un centime. Si la musique nous dit, eh ben, il faut payer énormément pour tous les jeux à des tarifs et que la musique ne... En fait, si on était face à des gens qui n'écoutent pas ce qu'on est en train de leur raconter et l'évolution de notre business model, on ne pourrait pas le faire. On a la chance d'être avec des gens qui s'intéressent à ce sujet-là et qui comprennent que le jeu vidéo devient un produit vivant. Mais en ça, on fait finalement un pas aussi dans la direction de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la musique, où le live explose, etc. Et ça crée des nouvelles opportunités. Par exemple, développer un jeu vidéo, ça peut durer 4-5 ans. Donc, on ne sait pas trop quand ça sort. Et si l'artiste il a un album qui va sortir à une certaine date, nous, on ne peut même pas garantir que notre jeu il va sortir à cette date-là. Avec le fait d'avoir aujourd'hui des jeux qui sont des produits vivants, on a des jeux qui deviennent des plateformes avec des saisons, etc. Et bien là, on peut dire, avec telle saison, toi, tu sors ton album, toi, tu fais un concert, toi, tu fais... Et à ce moment-là, on peut créer des nouvelles opportunités de collaboration qui étaient impossibles avant. Donc en fait, tout ça, c'est win-win. Plus on se parle, plus on comprend l'évolution de chacun, plus on arrive à trouver des endroits où on arrive à collaborer et effectivement à faire que le jeu vidéo peut aussi être une plateforme pour faire émerger des artistes. Oui, c'est vrai qu'au-delà de la rémunération et de la licence, il y a aussi tout l'aspect promotionnel d'utiliser le jeu vidéo et donc d'obtenir des garanties des sociétés vidéo pour pouvoir promouvoir, exposer les artistes et aider à l'identification. Parce qu'une de nos craintes serait d'avoir cette musique en fond sonore et donc d'avoir une écoute relativement passive. Et donc on a vraiment besoin de trouver les mécanismes pour qu'il y ait une porosité avec les autres écosystèmes, par exemple avec les plateformes de streaming ou avec les réseaux sociaux. Et donc on a besoin de cette transparence, de comprendre quels sont les sons qui plaisent aux artistes, de pouvoir aller vers une customisation ensemble dans les jeux vidéo pour avoir une expérience utilisateur la plus probante possible. Et on a besoin de pouvoir récupérer cette data pour ensuite travailler ensemble au développement et développer tout l'écosystème de l'artiste. Alors si on donne un coup de dézoom, on voit que cette intersection, en fait, elle est la partie d'un sujet beaucoup plus vaste, qui est le sujet qui nous préoccupe à la French Touch et qu'on suit et qu'on essaye aussi d'accélérer, qui est cette dimension d'hybridation et de transversalité et de porosité qui devient vraiment... avant, on prenait des petits exemples de collab, où on mettait deux trucs en face avec un petit X entre les deux. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus systémique, avec au cœur des talents, des IP, des marques, et finalement des plateformes de valorisation, d'exploitation, de visibilité qui sont quasiment infinies et où on circule. Tu te parlais tout de suite de Sony Pictures en parlant de jeux vidéo et musique, mais donc ça veut dire que tout l'univers à la fois de l'entertainment, mais aussi des marques autour de l'expérience et du talent, crée des nouvelles formes de valorisation. Est-ce que ce sujet-là, c'est un sujet qu'évidemment que vous expérimentez au quotidien? Est-ce que vous pouvez nous donner les grands exemples ou les grands cas d'usage que vous vivez? Marianne, tu disais qu'on parlait en préparation qu'autour de tes grands artistes, en fait, il y avait une vraie logique de développement 360 dans des territoires qui couvrent vraiment tout le champ créatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, un label, un artiste n'a pas besoin d'un label pour être disponible sur les plateformes. L'accessibilité, elle est acquise et donc on ne signe pas chez Sony pour être disponible. Donc on doit aller au-delà. On a dû repenser notre offre et notre prestation de service. Et donc quand on voit un artiste comme Orelsan, par exemple, on pourrait se dire il n'a plus rien à prouver, il a vendu des millions, il n'a plus besoin de personne. Bah si, il a besoin d'un label moderne pour l'accompagner, mais pour lui ouvrir justement de nouvelles portes et pour l'accompagner dans cette prise de risque et dans le fait d'aller un cran plus loin dans le dialogue entre plein d'univers. Et donc là, on collabore avec Orelsan sur la sortie de son film Yoroi le 29 octobre au cinéma. Et c'est hyper excitant parce qu'on apprend tous ensemble, c'est des univers. On travaille avec Sony Pictures énormément sur la distribution de ce film. Mais en tout cas, il est venu nous voir justement pour pouvoir faire dialoguer le jeu vidéo, l'image. Et donc également aussi en interne, ça nous demande aussi de repenser nos équipes, de changer les métiers, d'apprendre.
Donc, par exemple, on avait des départements qui étaient assez isolés, comme la synchro, qui étaient isolés, par exemple, des départements partenariat marque et des départements créatifs réseaux sociaux. On a tout mélangé et maintenant, on s'est positionné en tant qu'agence. Et donc, on est capable d'offrir aux marques qui viennent nous voir non seulement de la musique pour illustrer leurs jeux vidéo ou leur publicité, mais ce qu'on peut leur offrir et qu'une intelligence artificielle ne pourra pas leur offrir et que personne ne peut leur offrir, c'est l'accès à l'artiste. Et donc, on va leur proposer une offre créative qui englobe des prises de parole de l'artiste pour accompagner aussi la musique à l'image. Donc, ça va être des messages sur les réseaux sociaux, des concerts privés, de la création de contenu unique sur différentes plateformes, dans différents formats. Donc, ça, il y a un vrai enjeu pour moi de repositionner aussi nos métiers là-dessus. Et comment ça se passe un peu les dynamiques comme ça? Parce que j'imagine que, donc, tu le dis, le label moderne, en fait, il doit avoir une interface très forte avec l'ensemble des autres secteurs. Alors là, en l'occurrence, c'est un groupe où vous avez des collègues au cinéma, des collègues dans un écosystème jeux vidéo, etc. Mais est-ce qu'on arrive à créer des modes d'organisation et des modes de dialogue? Comment on travaille? Est-ce que quand même, il y a un moment donné où, typiquement sur l'exemple d'Orelsan, il n'y a pas un réflexe un peu propriétaire qui est de dire, bah, quand même, c'est mon artiste, c'est moi qui le comprends le mieux? Non, pas du tout. Ça, je pense que ce réflexe-là, moi, c'est pour ça que, par exemple, je déteste le mot 360 dans la musique, parce que je trouve que c'est un truc où on Ça fait enferme, un peu on dit non, j'ai early tous les droits. 20s. Exactement. Et donc, en fait, de la même façon qu'aujourd'hui, il n'y a plus de propriété avec la musique, qu'on est dans une ère d'échange, je pense qu'on doit être extrêmement agile et partagé. Et donc, en fait, de la même façon que j'ai aucun problème à ce qu'un artiste ou un producteur contacte directement les plateformes de streaming pour obtenir des mises en avant, j'ai aucun souci à ce que l'artiste parle avec des marques. Mais en fait, assez rapidement, il nous les renvoie parce qu'on a besoin de travailler ensemble, mais il y a plein d'endroits différents pour faire du business et travailler avec et ramener des opportunités pour nos artistes. Donc ça va dans le train des sœurs jumelles à des présentations qu'on va faire de façon beaucoup plus proactive pour aller chercher des marques. Je voulais peut-être juste revenir sur un exemple aussi que je trouve assez fantastique, moi, ces derniers temps, c'est Pharrell Williams. Pharrell, c'est un artiste Sony. Pour moi, c'est un des exemples, un des rôles modèles dans le décloisonnement. C'est-à-dire que quand on voit son défilé, il y a 2 jours, son défilé Vuitton, voilà, il est devenu directeur artistique de créatif chez Vuitton. Il continue de sortir de la musique. Il crée de la musique spécifiquement pour ses défilés et il la met en avant d'une façon absolument géniale. Et donc, il a sorti des titres inédits mardi pour accompagner son défilé. Donc, il met la musique en valeur, il la met en avant. Il a sorti aussi, je vous invite vraiment à voir ça, c'est incroyable, il a sorti sa biographie. Le biopic Lego, son biopic extraordinaire. Lego. Ça, c'est incroyable. Et donc, nous, derrière, évidemment, ça a multiplié la consommation de son catalogue. Donc, on a fait de très beaux chiffres sur toute la consommation, parce qu'il y a plein de gens qui ont découvert ces anciens tubes, mais on a fait des partenariats avec Lego, on a fait un modèle de Lego. Donc, il y a tout un business model et un écosystème qui ressort de ça. Mais à la base, il y avait une idée créative qui était fantastique et qui était assez innovante. Il y a tout ce qui est aussi... en fait, on va plus loin, même quand on parle juste musique, jeux vidéo. C'est pas juste la musique qui vient dans le jeu vidéo, c'est l'artiste au global. Donc aujourd'hui, on peut aller chercher les esthétiques de l'artiste. On a en plus plein d'artistes qui sont joueurs, donc en fait, ils ont eux-mêmes très envie. Il y en a qui ont des avatars déjà qu'on peut intégrer aussi. Et il y a toute la notion de communauté. Parce que ce soit dans la musique ou que ce soit dans le jeu vidéo, on a des communautés ultra engagées. Et il y a aussi moyen de mutualiser et de mobiliser ces communautés. Et puis tu parlais tout à l'heure d'hybridation. En fait, l'hybridation, on dit souvent, l'hybridation, c'est des mariages improbables. En fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est des mariages improbables dont le résultat s'impose comme une évidence. Et en fait, là où ça marche, c'est quand on vient et on crée quelque chose de nouveau ensemble que 2 autres personnes, 2 autres artistes, 2 autres univers n'auraient pas pu créer. Et à ce moment-là, c'est là qu'on crée vraiment de la valeur ensemble. Et la valeur n'est pas que monétaire. Tu peux nous partager quand même quelques grands exemples de projets que tu as menés dans du mariage improbable et heureux avec le château de Versailles, avec... On a fait des trucs marrants, par exemple. On a travaillé plusieurs fois effectivement avec le château de Versailles. On a mis les lapins crétins dans les jardins du château de Versailles en réalité augmentée, mais avec une application vidéoludique qui permet vraiment aux familles d'apporter de la médiation dans les jardins du château et permet aux familles de créer des moments mémorables avec leurs enfants dans le château en apprenant des choses. Et à l'inverse, dans le jeu Just Dance, tout le monde connaît Just Dance? Okay.
Dans le jeu Just Dance, on a fait une map Versailles. Donc là, vous dansez le menuet sur de la musique un petit peu modifiée, mais qui vient vraiment de Lully et Rameau. On a un super music supervisor qui a retravaillé ça. Mais le chorégraphe de Versailles, qui est spécialiste international du menuet, a travaillé avec le chorégraphe de Just Dance. On a eu accès aux costumes de Versailles et au résultat, on danse le menuet au fin fond de la Corée ou de l'Amérique du Sud sur de la musique baroque. Donc en termes en plus de soft power pour la France, de diffusion de la culture française, c'est une plateforme qui est incroyable. Mais c'est vrai, je veux juste revenir là-dessus. Il y a un point qui est très important, c'est que le jeu vidéo, à l'instar du cinéma d'ailleurs, a ouvert aussi le champ des possibles dans les esthétiques et les genres. Parce que tu as tellement de formes différentes et de sujets différents à travers le jeu vidéo, que là, tu donnes l'exemple du menuet, mais on a aujourd'hui, effectivement, la possibilité, quand on est créateur, peu importe finalement quel est son univers, du métal au rap, en passant par le menuet, on peut trouver, justement, comment s'exprimer. Et je trouve que c'est génial, parce que oui, c'est effectivement un élément de promotion. Et ce que j'adore aussi, c'est que, à l'instar de ce qui se passe aussi pour de plus en plus, parce qu'on voit bien l'appétence du public pour la musique de film, on a aussi cette appétence du public pour la musique, spécialement le jeu vidéo, et on voit maintenant les concerts live qui sont organisés, et nous, on est très heureux parce qu'on trouve que c'est un cercle vertueux. On dit souvent que le droit d'auteur, c'est des petits ruisseaux qui font une rivière, et en fait c'est ça, c'est qu'en fait ça commence par un jeu vidéo, où peut-être qu'au début la rémunération est peut-être pas tout de suite au rendez-vous, et puis ça rebondit sur effectivement une adaptation qui peut être un dessin animé ou qui peut être une télé, et là la SACEM elle va collecter les droits auprès des diffuseurs. Ensuite tu vas avoir le live, voilà, et tout ça fait qu'à la fin, à partir d'une première exploitation, tu as ces revenus globaux qu'en tout cas nous on va chercher pour tous nos créateurs. Alors Just Dance, la map de Versailles, c'est un peu comme Assassin's Creed. J'ai tenté aussi, et c'était à peu près le même moment de solitude que quand j'étais perdu dans Assassin's Creed. Il y a autre chose là, il y a quand même une expo en juin prochain à la Philharmonie. Ouais, tout à fait. Sur du coup musique et jeux vidéo. Donc évidemment, on va avoir plein de choses qui sont prévues là-bas. On participe à la construction de l'expo, mais on va avoir aussi même une prestation de Nicolas Horvat qui va faire du coup une adaptation piano solo des musiques d'Assassin's Creed. On va faire un disque avec Harmonia Mundi et on adorerait faire même une prestation de Nicolas Horvat aux victoires de la musique classique. Enfin, pour dire jusqu'où on peut aller en partant de choses qui viennent vraiment de la musique. On a gagné, en fait, il y a 3 ans, pour la première fois, il y avait une catégorie jeux vidéo aux Grammy Awards. C'est une compositrice canadienne, Stéphanie Economou, qui avait travaillé sur Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok, qui a gagné le premier Grammy Award. Et nous, notre rêve, c'est qu'un jour, on gagne un Grammy Award dans la catégorie jeux vidéo avec un artiste français. Mais bien sûr, c'est une évidence. Cécile, tout ce qu'on décrit là, c'est un formidable champ d'opportunités en fait pour les créateurs. Est-ce que, parce que c'est, mais ça crée aussi une complexité qui est qu'il faut avoir les bons partenaires, la connaissance de plusieurs écosystèmes, de plusieurs champs de business model, etc. Est-ce que tu dirais que les créateurs que tu côtoies, est-ce qu'ils sont un peu perdus ou est-ce qu'en fait ils sont maintenant très armés et très adaptatifs à imaginer leur développement à la fois en musique, à l'image, en jeux vidéo Moi, je pense qu'un créateur, le plus important, c'est qu'il crée. Et après, il y a des équipes pour lui permettre justement de se consacrer à sa création. C'est des équipes, c'est ce que disait Marianne, il faut des équipes pluridisciplinaires. Oui, en fait, son éditeur, sa maison de gestion collective. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut lui expliquer. En tout cas, moi, j'ai un côté pédagogique. Je veux toujours expliquer aux membres de la SACEM ou les créateurs qu'on représente par mandat, voilà, quel est le périmètre, comment ça va se passer. Mais après, pour moi, il n'a pas à s'en occuper. Maintenant, le fait est qu'il y a des créateurs qui savent très très bien gérer eux-mêmes leur carrière, qui ont une appétence pour la technologie. Et évidemment, on connaît Jean-Michel et plein de gens de l'électro, les Daft Punk, enfin voilà, qui savent, enfin, qui savaient pour les Daft Punk, mais s'occuper aussi de leur business. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement mouvant, ça va tellement vite. Enfin, quelque part, le jeu vidéo, quand même, pendant des années, c'était des galettes, enfin, c'était des supports. Hein. Donc maintenant, il y a les abonnements. Or, c'est vrai que nous, la gestion collective, de par toute l'évolution de la musique en digital, les abonnements, on connaît. Enfin, il y a tous les modes, en fait, de commercialisation
hybride qu'il peut y avoir du jeu vidéo, nous, à la SACEM, C'est on un l'a bon déjà lieu pour voir les expérimenté avec la lignes musique. de convergence Exactement. entre les modèles. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, les membres sont plutôt contents de nous faire confiance, les créateurs, et de nous donner leurs droits et de nous dire vous vous en occupez. Et nous, pendant ce temps-là, on compose. Super. Alors, on s'était dit que il y avait le set principal du concert et qu'on faisait un rappel un peu particulier sur quand même un thème qui est assez central dans toutes les préoccupations de l'économie créative, qui est les opportunités, mais aussi les défis de l'intelligence artificielle. On voulait faire un rapide tour de table là-dessus, sans tomber dans ni le catastrophisme, ni la leçon de morale, mais de poser les enjeux et puis de partager aussi des cas d'usage intéressants et positifs parce qu'il y en a. Cécile, je continue de te regarder dans les yeux, donc je pense que c'est pour Non, que, mais c'est j'ai pour à chaque que fois l'impression que c'est Beyoncé, l'éléphant dans la pièce. c'est pour que Beyoncé Mais, lance le rappel du show. Bon, on est sorti de la France Music Week quand même. On a eu une discussion à ce sujet avec notre président de la République quand même. Écoutez, les opportunités, elles sont évidemment immenses et j'ai envie de dire d'autant plus ce que vous venez d'expliquer et Déborah et toi sur le cheminement de la musique dans le jeu vidéo, le montage, l'association de la musique sur certaines scènes. Enfin, je pense que la collaboration grâce à l'IA du compositeur avec l'éditeur du jeu vidéo peut être extrêmement forte parce que et d'une façon générale, on sait très bien et on a déjà plein de créateurs qui utilisent l'intelligence artificielle. Notre problématique, elle vient évidemment de l'intelligence artificielle générative. Donc pour la faire courte, de toute façon, la position de la SACEM, elle est très simple. C'est que les IA génératives, aujourd'hui, les éditeurs d'IA génératives ont absorbé à peu près toute la culture qui était disponible sur Internet, sans rémunérer quelques créateurs ou éditeurs que ce soit. Donc ça n'est pas normal, premièrement. Et là, on voit qu'il commence à y avoir des jurisprudences aux États-Unis qui ont l'air dans un sens de dire que ça serait du fair use, mais en fait, quand on lit la suite des jugements, ils expliquent quand même que cette appropriation massive et cet entraînement massif ne peut pas être du fair use. Donc on commence même aux États-Unis à avoir une ligne qui commence à nous rassurer. Et nous, évidemment, en France ou en Europe, c'est la ligne qu'on tient. Il faut un accord préalable des créateurs et il faut une rémunération sous forme d'une licence. Ça, c'est déjà une chose. La problématique ensuite, c'est la qualification de l'output, c'est-à-dire les contenus qui sortent de ces IA et qui peuvent très sincèrement demain arriver dans l'audiovisuel de façon massive. C'est d'ailleurs l'une des premières craintes que nous ayons, c'est que ça soit l'audiovisuel qui utilise ces outputs. Dès lors que ce sont des outputs façon user-generated content personnel de ta famille qui utilise des outputs sans usage commercial, j'ai envie de dire que personne, je pense, ne va s'y opposer. Alors ça, je te promets, j'ai écouté les chansons faites par ma maman sur Suno, personne n'a rien à craindre. Bah oui, mais méfie-toi, parce que moi, au contraire, le directeur général adjoint de la SACEM, David, qui est mon meilleur ami, a voulu faire une chanson sur le PSG par son fils sur Suno. Et c'était incroyable. C'était un rap. Bah, franchement, j'ai pas trop vu la différence avec certains rappeurs. C'était pas si mauvais que ça, mais c'est pas ça. Il y a un facteur génétique. Non, mais en fait, l'IA ne va pas remplacer Jul, Orelsan ou Beyoncé. L'IA, elle est malheureusement assez forte, je pense, justement pour faire ce qu'on appelle souvent de la librairie musicale ou peut-être dans l'animation, des choses où il n'y a pas une empreinte d'une personnalité forte de l'auteur parfois. Et c'est ça qui nous fait peur. Des gens qui font de la publicité, qui n'ont pas beaucoup de sous et qui se diraient, on sait d'ailleurs que dans les agences de pub, c'est là que l'IA est en train d'être utilisée le plus. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'à partir du moment où il y aurait un usage commercial... Fabrice Brovelli, il y a quelques heures, disait qu'il y a quand même un moment, avant que ça devienne institutionnel, où il faisait ce qu'il appelle des démarques, c'est-à-dire qu'on disait tu vas me faire Jumping Jack Flash des Stones en changeant un accord, voilà. Et puis... non mais là, l'inspiration, elle a toujours existé, on ne va pas se mentir. Les plus grands créateurs ont été inspirés par ce qui a été fait les 20 siècles. Mais ils sortaient un ou deux titres, ils n'en sortaient pas 100 000 d'un coup. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui a essayé de déposer à la SACEM 200 000 contenus il y a un mois.
personne ne compose 200 000 contenus. Même Et pour en fait- Taylor Swift, c'est beaucoup, quoi. Voilà, et donc voilà. Donc ce risque, c'est le risque du remplacement gratuitement. Donc il faut voir quel est le modèle de compensation financière qui pourrait exister. Et puis aussi, d'une façon générale, ça concerne peut-être moins le jeu vidéo, mais les risques de dilution monstrueux qu'on peut avoir, nous, sur les plateformes, notamment de streaming de musique, où aujourd'hui, tu le sais, Deezer a annoncé, on est passé de 8% en janvier à 20% aujourd'hui en juin, de titres uploadés, qui font peut-être pas aujourd'hui beaucoup de streams, mais qui diluent quand même et qui, malheureusement, empêchent encore plus l'émergence de nos C'est une créateurs. évidence, et en tant qu'investisseur de Deezer, on est content que les plateformes prennent le sujet et agissent dessus. D'ailleurs, sur la dilution, en réalité, même dans le jeu vidéo, on est obligé de la prendre en compte. Pas obligatoirement une dilution de revenus telle que... c'est probablement à ça que tu fais référence quand tu le dis aujourd'hui, mais plutôt en tant que juste de temps d'écran. En fait, aujourd'hui, il faut des équipes énormes. Enfin, ça peut monter jusqu'à 1000 personnes pour développer un très gros jeu. Demain, peut-être que quelques personnes dans un garage avec une bonne IA est capable de faire des jeux tout à fait décents. Notre rôle, c'est d'arriver à faire des jeux qui vont se démarquer de ça. Donc, c'est à nous de continuer à innover, continuer à surprendre et faire que nos communautés vont nous suivre, nous, et pas juste aller passer du temps à jouer à des jeux qui sont corrects, mais qui sont peut-être moins extraordinaires. Et notre rôle, c'est de faire de l'extraordinaire de la même façon que le créateur en musique ou ailleurs. Son rôle, ça va être de continuer à faire de l'extraordinaire. Mais le truc le plus intéressant pour moi, c'est pas obligatoirement... c'est pas juste la question de la copie ou de pouvoir faire avec IA ce qu'un créateur pourrait faire, c'est comment nous, on peut utiliser l'IA pour faire des choses qu'on ne pouvait pas faire sans IA. Et donc, comment on invente, par exemple, des nouvelles façons de jouer. On a déjà montré un proto, par exemple. Vous voyez tout ce que c'est un personnage non-joueur ? En gros, c'est même une insulte. T'es un PNJ, ça veut dire, bon, t'es là et tu fais rien de très intéressant. En gros, les PNJ, ils ont des dialogues hyper scriptés. Quand on rencontre un PNJ dans un jeu, on lui pose une question, réponse, une espèce de petit dialogue pas intéressant jusqu'au moment où il nous donne la réponse à la question qu'on lui posait. Mais ça va assez vite. Voilà, il est là, quoi. Il occupe l'espace. Dans le proto qu'on a montré... Il fait avancer l'intrigue, mais c'est pas le moment le plus kiffant du jeu. Voilà. Là, dans le proto qu'on a montré, les PNJ deviennent comme des vrais personnages. Ils ont une personnalité, une histoire. On a fine-tuné les modèles. Il y en a qui sont empathiques, d'autres qui sont plus directifs. Ils vont être capables de vous connaître et pas vous donner la réponse tout de suite. Il faudra créer la relation. Si je viens et je vous vois pour la première fois et je vous pose des questions, vous allez me dire, elle est bizarre celle-là, je ne vais pas répondre à ces questions. Mais si on crée une relation de confiance, alors vous répondrez à ma question. Et c'est ça qu'on veut faire avec nos PNJ. Ils vont pouvoir vous donner des missions, réagir à ce qui se passe autour. Et là, on change complètement l'expérience de jeu. En plus, deux personnes qui joueront au même jeu n'auront pas la même expérience. Donc, d'un seul coup, c'est ça qui est pour nous le plus intéressant. C'est pas les risques de copie ou les risques ou les gains de productivité qu'on aura tous. Enfin, il y a des métiers qui vont changer, on le sait, c'est comme ça. Il faut qu'on fasse tous très attention à protéger nos talents, à voir l'IA comme un outil. Enfin, tout ça, c'est des choses qui ont déjà été dites. Mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus et de mieux. Non, c'est vrai que nous, chez Sony, le principe est évidemment on veut qu'on respecte l'art, ART, donc autorisation, rémunération, transparence. Et on a un énorme rôle de pédagogie et d'accompagnement. Pédagogie, enfin d'abord, nous, on a un rôle d'identifier les plateformes et les applications qui partagent nos valeurs et la même éthique et la bonne utilisation du contenu. Et ensuite, de pouvoir, ces plateformes-là, diffuser l'usage, accompagner les créateurs et les salariés, parce qu'évidemment aussi on travaille, enfin c'est en train de changer aussi nos métiers chez Sony et dans l'intérieur. On a déployé plein de logiciels à la fois pour gagner en productivité, mais aussi en créativité, pour amplifier la créativité des collaborateurs. Donc voilà, c'est assez excitant, mais on est vigilant. Et il y a aussi toute la partie protection de contenu des artistes sur lequel on est assez offensif. Ça passe par les demandes de retrait de beaucoup de contenu sur les plateformes. Ça passe par des lettres aux plateformes pour leur demander de ne pas utiliser nos contenus sans autorisation, etc. Peut-être un exemple, pour moi, je pensais depuis tout à l'heure, je pense à Jane, qui est pour moi une artiste assez fascinante dans cette justement vision innovante, parce qu'elle a sorti un clip il y a quelques mois en intelligence artificielle sur YouTube. Et je vous invite à lire les commentaires, c'est hyper dur, mais en même temps, ça suscite des vrais débats, des vraies questions. Enfin voilà, ça a été, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un clip paru
une artiste à envergure internationale, alors que cette utilisation vraiment amplifiait la créativité. C'est pas des choses qu'elle aurait pu faire sans IA, comme tu disais. Mais Jane, pour moi, c'est aussi cet exemple d'intersectionnalité. On a travaillé sur sa tournée des Zéniths avec Snapchat, avec leur département ENR Studio, pour créer un nouveau monde. Et donc, avec l'application, on avait tout un ciel étoilé. Et il se passait plein d'animations pendant le concert. Donc, il y avait vraiment une expérience immersive incroyable. Et on a aussi beaucoup travaillé avec Ubisoft. Et Jane, je crois, était la seule artiste française à avoir Makeba dans la dernière édition de Just Dance, donc à avoir un titre poussé à l'international dans le jeu. Donc, elle est vraiment... Et c'est une grosse gameuse, c'est une grosse joueuse. Et donc, elle a été très, je dirais, volontaire dans la promotion de ça. Et elle en est extrêmement fière. Et d'ailleurs, c'est la petite surprise à la fin du panel. On va tous faire Makeba sur Just Dance. Ça va être projeté. Je pensais qu'on faisait un menuet, je suis déçue. En tout cas, nous, aujourd'hui, on a la sortie d'un jeu vidéo avec Woodkid. Je le lis parce que c'est quand même... Enfin, moi, je suis fan de Woodkid, qui est donc Death Stranding 2, avec Kojima Productions. Et d'ailleurs, ils vont faire une interview, je crois, dans 2 jours. Et en tout cas, on voit de plus en plus de choses qui sortent tous les jours avec des artistes SACEM et avec des partenariats aussi qui sont internationaux. Et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'effectivement maintenant il y a des partenariats qui se font avec des boîtes mondiales et on n'est pas que en France. Ouais, nous on travaille avec Carpenter Brut, là on travaille avec Mid, donc c'est vraiment, mais c'est parce qu'on a envie. Et en fait c'est cette envie qui drive, Oui. et c'est parce qu'on va chercher des esthétiques particulières. En fait, donc, et ce qui est bien, c'est que ce que tu ressens toi comme sentiment commence à se généraliser. Et on parlait tout à l'heure de la rémunération proportionnelle. J'aimerais te dire qu'il n'y a que la France et la SACEM qui fait chier, mais non. On est beaucoup à estimer que c'est normal. Et je sais que la PRS, notre société sœur en Angleterre, désormais aussi commence à avoir des revenus sur le jeu vidéo qui commencent à être substantiels. Voilà. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui est quand même assez générale et j'en suis très, très heureuse. Magnifique. Est-ce que la salle a 1 ou 2 questions pour nos 3 invités? Oui, je crois. Moi, je me demandais justement par rapport au développement de plus petits territoires et de plus petits d'artistes émergents. Est-ce que ce serait envisageable, plutôt pour vous, Déborah, cette question, d'envisager du contenu différent selon l'endroit où on est dans le monde, quoi. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de Just Dance, par exemple, si on imagine un artiste de Bruxelles. Oui, j'allais dire belge au hasard. Les joueurs bruxellois. Ok, localiser, personnaliser les synchros. alors, en fait, dans un jeu comme Just Dance, ça se fait déjà. C'est-à-dire qu'on a la version française qui n'est pas la même que la version allemande. Et dans la version française, on va avoir, je ne sais pas, peut-être, je vous dis une bêtise, mais peut-être 75% des tracks qui sont pour le monde entier et 25% qui sont des tracks qu'on va localiser. Oui, la version chinoise, elle n'a juste rien à voir. Ouais. Mais dans la radio d'un autre jeu, par exemple. Oui, c'est des choses qui sont possibles. C'est des choses qui sont possibles. Ou les Jacques Brel et Angèle. Ils sont français, non? En fait, pour revenir sur la question rémunération, en fait, il y a des choses qui sont plus simples pour nous que d'autres. Maintenant, nous, on fait attention à ce que l'artiste soit rémunéré correctement. Mais dans un autre champ, c'est la même chose avec les voix. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup des IA qui permettent finalement de synthétiser de la voix de très bonne qualité. Mais là, nous, on a nos équipes à la fois juridiques, ça, qui sont penchées sur le sujet et qui ont dit « OK ». Donc, ils disent aux équipes, vous allez pouvoir utiliser tel et tel outil, mais attention, voici les conditions dans lesquelles vous allez... Voilà le cadre qu'on vous pose. Et en termes de rémunération, il va y avoir une différence entre je veux utiliser de la voix juste pour faire un placeholder pour une démo pendant la production, pour voir un peu ce que ça va donner, et le produit commercial. Le produit commercial, on va rémunérer comme on aurait rémunéré un acteur qui serait venu faire un enregistrement en studio. Donc en fait, il y a un vrai cadre qui est posé et on est obligé de le faire. On est aussi des créateurs. On ne peut pas ne pas rémunérer les créateurs correctement. C'est bon pour vous? Merci infiniment. C'était un honneur et un plaisir de vous avoir toutes les 3. Merci. Merci à toi. Et je tiens à dire que
Je serai le premier financeur de votre biopic en Lego et j'achèterai le set aussi. Merci à tous. Merci.